Merci, ma chère amie, pour cette introduction. Je remercie aussi le bureau de l'Amicale des pédiatres de Tanger pour l'invitation, bien que je suis chez moi, finalement. Donc, le sujet qui m'a été proposé, qu'on a discuté avant de décider de quel sujet on va parler, c'est les troubles paroxystiques non épileptiques. Je me suis dit que c'est un défi pour les pédiatres parce que justement, on reçoit beaucoup de vidéos de nos confrères pédiatres. D'ailleurs, presque toutes les vidéos que je vais montrer, c'est des pédiatres qui m'ont envoyé des vidéos justement pour avoir des avis. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par manifestation paroxystique? Parce que l'épilepsie aussi, c'est des manifestations paroxystiques. Le mot paroxystique veut dire que c'est brusque, que c'est soudain, que c'est transitoire et que c'est généralement récurrent. Ça veut dire que c'est des événements qui se répètent soudainement et généralement qui apparaissent brutalement, mais avec un paroxysme. Le paroxysme en littéral, ça veut dire un maximum d'intensité, puis qui disparaissent généralement aussi rapidement. Ça dépend plus ou moins de la durée de ce paroxysme. Donc, c'est la définition générale des événements paroxystiques. Donc, c'est un motif qui est très fréquent en consultation. Ça peut aller de manifestations très bénignes, très banales, physiologiques, jusqu'à des manifestations très graves qui nécessitent quand même une prise en charge adaptée. Le diagnostic, généralement, c'est l'interrogatoire et si on a une vidéo familiale, ça, c'est le paradis. Donc, on a facilement plus ou moins le diagnostic et ça permet même d'avoir un deuxième avis, de discuter le cas. Le dilemme, c'est est-ce que c'est épileptique ou non? D'ailleurs, tous les cas hier, on avait une discussion avec Dr Chemlen sur un cas qu'il a envoyé. Est-ce que c'est épileptique? Est-ce que c'est psychogène? Donc, toujours, c'est la première question qu'on se pose. Il y a plusieurs explorations qu'on peut demander. Souvent, on peut poser le diagnostic cliniquement, mais dans certains cas, il faut compléter quand même par une VDEEG et par un holter cardiaque, dans certains cas, une pH-métrie, si on suspecte par exemple un syndrome de Saint-Differ. Donc, pour raisonner et pour pouvoir s'en sortir de ce dilemme justement ou de ce défi, il faut avoir une approche systématique de raisonnement pour y arriver. On en a parlé des vidéos à domicile. Et ce qui est particulier, c'est parfois chez le même patient, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. On peut avoir des événements épileptiques et des événements non épileptiques, ce qui parfois complique les choses un peu. Donc, j'ai mis ici une démarche diagnostique globale qu'on essaye de raisonner avec à chaque fois qu'on est devant un enfant qui fait un événement paroxystique. Donc, quand vous avez un enfant qui arrive aux urgences pour un épisode, le premier épisode généralement paroxystique, donc aux urgences ou bien dans votre consultation, il faut avoir une sémiologie détaillée des crises d'épilepsie. Quand est-ce que ça apparaît? La durée, hein, ça, j'insiste dans les staffs matinaux quand un résident ou un interne présente un cas, il faut avoir la sémiologie particulière. On peut pas raisonner sans avoir la durée de la crise, le début, la fin, la progression, les symptômes associés, est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants ou non, les antécédents, les étapes de développement, est-ce que ça survient chez un enfant qui a un développement tout à fait normal ou chez un enfant qui est déjà avec un terrain de paralysie cérébrale ou autre, et bien sûr l'examen neurologique et l'examen somatique. À partir de cette première démarche ou de cette première cartographie clinique, on va se lancer. Est-ce qu'on va l'hospitaliser ou non, en fonction de degré de gravité, et quelle exploration on va le faire. Donc, la première question qui se pose à ce stade-là, est-ce qu'il s'agit d'une épilepsie ou non? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une crise d'épilepsie ou une crise paroxystique non épileptique? Donc, c'est là le but et c'est là c'est-à-dire, c'est vraiment le vif du sujet de cette présentation, c'est de répondre à cette première question de raisonnement. Est-ce qu'il s'agit d'une crise d'épilepsie ou non? Après, quand on répond à cette question, bien sûr, si c'est paroxystique non épileptique, c'est quel événement paroxystique? Et si on dit que c'est oui, c'est plutôt une épilepsie, c'est quel syndrome épileptique? Et on va orienter les explorations en fonction. Donc, j'ai essayé un peu de regrouper le maximum, c'est pas une liste exhaustive, mais en fonction de l'âge, j'ai essayé de regrouper les différents événements paroxystiques non épileptiques. Chez les nouveau-nés, c'est très fréquent les myoclonies de sommeil. C'est des petits sursauts qui surviennent au niveau de sommeil. Ça peut prêter confusion avec une épilepsie myoclonique chez le nouveau-né, mais c'est avec un nouveau-né qui est développement normal. Ça survient qu'au sommeil.
Rarement qu'on demande quand même une EEG pour éliminer une épilepsie. Les trémulations, ça vous le connaissez très bien les pédiatres, chez les prématurés, chez les hypocalcémies ou autres, donc c'est parfait. Il y a aussi l'hyperplexia, là c'est une mutation génétique, c'est exceptionnel, c'est très rare, mais c'est des enfants qui font des enraidissements, des hypertonies, surtout quand on tape sur le nez et on peut soulager en faisant une manœuvre de regroupement. Donc en essayant de regrouper le bébé, ça peut se résoudre. Donc c'est exceptionnel. Il y a rarement de cas qui sont décrits dans la littérature. Chez l'enfant, il y a le spasme de son clos. Ça aussi, c'est très fréquent. C'est l'enfant qui retient sa respiration. Je pense si on aura le temps de voir un cas clinique, les self-gratifications ou les self-masturbations c'est aussi fréquent. Les frissons, les tremblements, les stéréotypies, le torticolis paroxystique bénin. C'est un équivalent. Actuellement, il est classé comme équivalent de migraine. Les tonic up-gaze, les ophtalmos, on connaît aussi. C'est des mouvements qui font des mouvements saccadés aussi bien des paupières que des yeux. Et généralement, c'est bénin. Le vertige paroxystique bénin, les troubles de sommeil, les cauchemars, les terreurs nocturnes, le spasmus nutens, le syndrome de Saint-Diffère dans le cadre d'un RGO et les tics. Et chez l'adolescent, c'est plutôt les syncopes, les troubles de sommeil, les événements psychogènes non épileptiques, les tics et la migraine. Donc ça, c'est une cartographie générale avant de passer à des cas cliniques puisque c'est des journées interactives. Donc, en matière de fréquence, la majorité des mouvements paroxystiques, 45% dans les séries décrites, c'est plutôt les tics. Donc, c'est ce qui est le plus fréquent et c'est suivi par les tremblements et par la suite les dystonies. Donc, le premier chapitre qu'on va traiter, c'est plus traité dans les congrès adultes que dans les congrès de neuropédiatrie. C'est les crises psychogènes non épileptiques, mais actuellement, de plus en plus, on voit aussi des crises psychogènes. C'est pas aussi fréquent que chez l'adulte, mais on en voit de plus en plus. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler cette fois-ci. Donc, la première vidéo, c'est une petite de 5 ans. Donc, qui fait c'est au réveil, donc c'est pas des terreurs nocturnes, qui fait des épisodes de cris. Là, il est en train de dire maman kan khaf. Donc, il a peur. Il demande, c'est des sentiments, c'est une sensation d'angoisse, d'anxiété, de peur. C'est comme s'il voit quelque chose. Je ne sais pas pour vous, est-ce que ça fait psychogène ou épileptique? Psychogène, épileptique. Donc, finalement, justement, c'est une petite qui avait une antécédente de tuberculose à l'âge de 2 ans qui était traitée, neuroméningée, IRM normal. Alors, ça a été prise, psychiatre, tout ce que vous voulez, mais finalement, c'était épileptique. Donc, il faut se méfier. Et quand est-ce qu'on voit? C'est parce que quand elle commence à faire des crises généralisées. Et là, on va voir, c'est la deuxième vidéo. Il a commencé justement par une crise focale, mais par la suite, il a carrément commencé à faire des mouvements cloniques. Oui. C'est épileptique. Donc là, c'est épileptique. Comme j'ai juste 20 minutes, je pense que je dois aller plus vite. Les questions à la fin. Donc, le deuxième cas, c'est NS, c'est un enfant de 12 ans qui a un bon développement psychomoteur, oncle maternel suivi pour épilepsie. Il y a 4 mois, il a fait une intervention chirurgicale type cryptorchidie et depuis, il fait des épisodes de tachycardie avec sensation d'étouffement, des épisodes paroxystiques de rupture de contact et il a vu des pneumos, cardio, tout le monde. Il a bénéficié de plusieurs explorations. Pneumocardio, c'est OK. Neurologie, FLEEG, ils ont trouvé des anomalies paroxystiques frontotemporales, mis sous traitement antiépileptique, plein d'antiépileptiques essayés, ça marche pas. Vu aussi le psychiatre, ça marche pas. Donc, il vient au CHU et il en fait tellement qu'on a pu. Enfin, l'avantage quand elles font plusieurs crises par jour, c'est qu'on peut les enregistrer en vidéo EEG. Donc là, c'est l'enregistrement vidéo EEG. Donc il fait des mouvements de la mâchoire, il fait des clonies palpébrales. Donc c'était ça la crise. Et après, je vous montre son EEG. Donc c'est la même vidéo. J'ai justement une activité dans la région temporale, d'accord, qui est concomitante de ce mouvement, qui se continue même quand l'enfant est calme. J'ai toujours cette activité, mais
Enfin, je n'explique pas parce que là, l'enfant, il est calme, il ne fait aucun mouvement et pourtant j'ai une activité. Heureusement que j'étais là au cours de l'EEG et quand je vais palper le malaise, je trouve qu'il contracte. En fait, il contracte ses mâchoires. Donc, ça donne cet artefact au niveau des régions temporales comme une crise d'épilepsie. Et c'était ça qui était vu dans les EEG précédents comme épilepsie. Donc, finalement, c'était psychogène. C'est un enfant qui faisait psychogène. D'ailleurs, même, en hospitalier, on l'a gardé en hôpital parce qu'il en fait plein. À la porte, il dit que je vais avoir une crise. Et quand est-ce qu'il fait la crise? Quand il arrive au lit. C'est là où il fait la crise. Donc, il y avait quand même des éléments qui nous disent que c'est psychogène. Et après, quand il s'endort, quand j'ai des fuseaux de sommeil, là, il fait rien. Le EEG, il est clean. Donc, c'était plutôt des artefacts. Donc, parfois, c'est quand même très difficile de faire la part des choses. Donc, ça existe chez l'enfant parce qu'on se disait que ça n'existe pas. Donc, c'est 3 à 20% des enfants épileptiques peuvent avoir aussi des crises psychogènes. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il est moins bien décrit que chez l'adulte. Donc, voilà. Il peut y avoir toutes les formes, des formes motrices, des formes sensorielles, des absences, des chutes de comportement. Il peut y avoir du tout dans les crises psychogènes. Quand est-ce qu'il faut y penser? Quand on a des crises fréquentes malgré un traitement, c'est le cas de notre enfant. Il a eu 3 antiépileptiques, 4 antiépileptiques. Il continue à en faire plein, aucune amélioration. Si c'est déclenché par le stress, il y avait cette intervention chirurgicale, hospitalisation. Des atypies cliniques, c'est ce qu'on avait chez cet enfant. Et là, la vidéo-EEG, il est crucial, comme vous avez vu dans le cas. Alors, donc, on a vu, rapidement les crises psychogènes avec 2 exemples différents, une épileptique et l'autre psychogène. Le deuxième volet, c'est les événements paroxystiques aux urgences. C'est des situations très fréquentes aux urgences. Un événement paroxystique aigu que vous recevez aux urgences. Et là, ça va se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un état de mal épileptique ou plutôt d'un événement paroxystique? Donc, le premier cas, c'est un enfant de 13 ans, donc avec un contexte social très, très difficile. Il vit dans un orphelinat, suivi depuis l'âge de 6 ans, pour des troubles psychiatriques, et depuis 6 mois pour un trouble de comportement avec des crises d'agitation qui est sous traitement. Donc, il est déjà sous traitement psychiatrique. Il est admis aux urgences pour un trouble de conscience fébrile avec des crises récurrentes ou des événements paroxystiques récurrents. Donc, voilà ce qu'elle présente. Il se lève du lit. Ça y est, c'est tachoui. Donc, parfois, on voit des cas qui sont vraiment très drastiques. Et puis, il revient. Donc, c'est une hypertonie généralisée et un enraidissement généralisé. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ce que ça peut être. Il a de la fièvre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, on a fait une IRM cérébrale qui est normale, une PL qui est normale, une CRP qui était négative. Mais la notion importante chez cet enfant, qu'il était sous traitement neuroleptique avec une modification récente du traitement neuroleptique. Donc, cet enfant présente ce qu'on appelle le syndrome malin des neuroleptiques. Donc, le syndrome malin neuroleptique, faites attention et pensez-y à chaque fois que vous avez un enfant sous traitement neuroleptique psychiatrique. Et justement, il avait la triade classique de ce syndrome, la rigidité, les troubles de conscience, la dysautonomie. D'accord? Donc, les troubles de conscience, la rigidité. La fièvre, il avait un fébrile au départ. Par la suite, n'était pas très fébrile, mais on peut l'avoir. Déjà, la rhabdomyolyse peut donner un peu de fièvre. Et il avait ce qui nous a orienté plus vers ce syndrome, c'est qu'il avait des CPK très élevés. D'accord, 1500, si je me rappelle bien. Il n'avait pas d'insuffisance rénale. Et là, il faut arrêter en urgence ces crises. Ce qu'on donne, c'est d'abord arrêter tous les neuroleptiques et le diazépam intraveineux. La deuxième patiente, cette année, on a eu 2 cas quand même de ce genre. Donc, celle-là, je la montre parce qu'on a les vidéos. 15 ans, sans antécédents médicaux, qui a fait une éruption, c'était en plein épidémie de rougeole. Donc, il avait fait une éruption cutanée fébrile pendant 1 semaine, associée à des vomissements, des maux de tête. Donc, comme c'était en pleine épidémie, ça a été diagnostiqué comme rougeole. Et une de ses admissions, elle était admise aux urgences pour, soi-disant, un état de mal épileptique. Donc, voilà ce qu'elle fait, c'est des mouvements, des événements, peut-être des crises. Ça a été retenu comme crise épileptique. Est-ce que vous avez une idée, ce que ça peut être? Complication de la rougeole, oui. Syndrome extrapyramidal, dans quel sens?
Parfait. Donc, cette patiente, on a beaucoup insisté s'il a eu des traitements, mais le lendemain, quand elle monte au service, enfin, il dit qu'il n'a pas pris de métoclopramide, dans le grand sachet, parce qu'elle avait consulté plusieurs généralistes, plusieurs médecins avant pour traitement symptomatique, il prenait bien le métoclopramide. Donc, c'était un état de mal dystonique secondaire, enfin, c'est un syndrome extrapyramidal qui est secondaire à la prise de, justement, du métoclopramide. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais cette année, j'ai vu beaucoup, 3 ou 4 cas de syndrome extrapyramidal secondaire au métoclopramide. Donc, méfiance à l'utilisation de métoclopramide. Normalement, les pédiatres ne prescrivent pas beaucoup le métoclopramide, mais j'ai l'impression qu'on revient sur cette prescription qui était abandonnée plusieurs années avant. Donc, cette fille, il a fait quand même une luxation de la mâchoire parce que il est en train de parler, il est en train de répondre, donc la conscience, elle est conservée. Mais vu cette dystonie qui est focale, qui a persisté, il a fait une luxation de mâchoire, donc on l'a pris en charge avec nos collègues ORL. Alors, dystonie, épilepsie, on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Pour cette patiente, au départ, il faisait un syndrome de spasme infantile tardif, donc il fait des spasmes, et là, il fait carrément un état de mal dystonique. Vous voyez qu'il est tout raide, généralisé. C'est pas une dystonie focale, mais c'est une dystonie généralisée. Donc, quand vous avez un terrain de retard psychomoteur, un terrain de dystonie, d'épilepsie, association de plusieurs manifestations neurologiques, là, c'est une conduite à tenir devant une dystonie. Le plus souvent, il s'agit d'une dystonie d'origine génétique, et dans le cas là, c'était une anomalie des neurotransmetteurs. Il avait une hyperphénylcétonurie, donc c'était un cofacteur qui était là, donc c'est une anomalie des neurotransmetteurs qui va donner, c'est une anomalie génétique finalement. Donc, la dystonie, c'est quoi? C'est une contraction musculaire tonique, involontaire et qui est soutenue. La durée, il peut être variable. C'est une contraction des muscles aussi bien agonistes que antagonistes qui entraîne des mouvements répétitifs ou carrément, comme vous avez vu, des états de mal dystoniques. Cette petite-là, je pense, c'est une ancienne patiente de Dr Bennani. Ces deux sœurs, la première, elle a vu la première, là c'est la deuxième. C'était une maladie de Crabbe. Donc on a eu l'étude génétique. C'était le patient qui vient de l'Erech. Il avait une première sœur ils étaient tout à fait normales jusqu'à l'âge de 9 mois. Et par la suite, ils font une régression psychomotrice grave, les deux sœurs, avec des épisodes très récurrents de dystonie, de pleurs incessants, de cris incessants. Donc c'est très douloureux. Troubles d'alimentation et généralement le décès vers l'âge de 2 ans. C'est une maladie lysosomale. C'est la maladie de Crabbe. D'accord? Donc là, on a vu les événements paroxystiques urgent, grave, état de mal épileptique. Et là, on va voir quelques mouvements paroxystiques récurrents versus épilepsie. Donc, Sheima, 13 ans, pas de consanguinité, développement normal. Il est suivi en pédopsychiatrie depuis 1 an pour dépression plus attaque de panique. Et depuis 6 mois, il fait des mouvements paroxystiques récurrents avec aussi des sangs involontaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, j'ai pas l'audio. Je pense que je peux l'avoir. Exactement. Exactement, c'est le syndrome de Gilles de la Tourette. Je ne sais pas si je peux avoir le sang aussi, mais il fait aussi des sangs involontaires. Donc, c'est justement un syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, tout à fait. Donc, j'ai d'autres enfants qui ont ce syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, cet enfant-là. Donc, ils font des mouvements d'éthique. En fait, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est dans le continuum d'éthique. Donc, c'est un continuum. Il peut y avoir des états, le Gilles de la Tourette, c'est quand même un stade avancé de tic, parce qu'il y a des tics vocaux, il y a des tics qui sont un peu brusques, parce que parfois, cet enfant, il a dû mettre une minerve, parce que il fait des mouvements quand même très brusques et très forts du cou. Donc, c'est très gênant. Là, quand on arrive au syndrome de Gilles de la Tourette, qui est un continuum, c'est très gênant. Donc, l'éthique, c'est un continuum, hein, c'est un spectre. Hein. C'est comme quand on parle de spectre de l'autisme, là, c'est un spectre, l'éthique. Donc, ça peut être des tics temporaires qui vont s'améliorer, qu'on peut rassurer les parents, comme ça peut être des tics chroniques, comme on peut aller jusqu'à le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est fréquent, l'éthique chez l'enfant. Bien sûr, il faut faire attention dans l'éthique. C'est pas que les tics qui sont les plus graves ou qui sont les plus alarmantes, mais c'est les comorbidités
associé. D'ailleurs, chez cette patiente, il avait des TOC suivis en psychiatrie pour des TOC, pour l'anxiété, une dépression, et c'est ça ce qu'il faut chercher, c'est une comorbidité associée. Donc c'est un continuum qui peut aller de ce qui est banal à ce qui est grave, et vous avez donc les éléments clés pour différencier l'éthique, c'est qu'ils sont partiellement suppressifs. On peut demander aux patients de se concentrer, d'arrêter l'éthique pendant quelques secondes, c'est possible, et c'est que c'est précédé d'une sensation prémonitoire de faire ce tic et qui peuvent persister même au sommeil, hein, les tics. Là, est-ce que c'est des tics ou est-ce que c'est épilepsie? Alors, les myoclonies de sommeil, c'est surtout la période néonatale. J'ai eu dernièrement une patiente justement âgée qui fait les myoclonies de sommeil, mais c'était exceptionnel d'avoir des myoclonies de sommeil, ce qu'on appelle chez les adultes le syndrome de jambes sans repos. Chez les enfants, j'ai dû l'enregistrer quand même, mais c'est vraiment des myoclonies de sommeil. Celui-là, c'est mon cousin. Hein. Il fait ces mouvements-là des yeux. Je ne sais pas les ophtalmos qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc il fait il m'a envoyé la vidéo parce qu'il fait ça. C'est des tics. Hein. Je l'ai enregistré, c'était pas épileptique. Alors par rapport à l'autre enfant, c'était une épilepsie myoclonique. Hein. C'était une épilepsie. Non, ça marche pas. Enfin, c'était plutôt une épilepsie myoclonique parce que l'épilepsie, il est déclenché aussi à la somnolence. Hein. Avant le sommeil, c'est des moments périodiques qu'on peut trouver. On peut enregistrer justement des crises myocloniques. Donc, à chaque fois que vous avez un doute, vous faites une vidéo EEG qui peut régler plus ou moins le problème. 12 mois, sans antécédents, bon développement, plusieurs épisodes, 1 à 8 fois par jour, durée 5 à 8 minutes. EEG, il y avait quelques anomalies, IRM normal, déjà mis sous antiépileptique et ça persiste. Ça, vous allez le connaître. C'est justement les self-gratifications. Nous avons ce croisement des jambes et on a beaucoup... Justement, parce que c'est surtout quand les mots-clés pour retenir, c'est que quand elle s'endorme, quand il semble absente ou inattentif, et ça disparaît généralement vers l'âge de 3 mois. Donc là, on a beaucoup de vidéos, je vais les mettre toutes à la fois, comme ça vous pouvez les voir en même temps pour gagner du temps. Donc ça peut ressembler à beaucoup de choses. D'accord? Donc, mais c'est surtout, vous avez ce croisement des jambes qui va vous orienter vers ça. Alors, ça c'est un motif quand même. Beaucoup de pédiatres m'envoient des vidéos concernant ça. C'est des mouvements qui font des mouvements surtout quand ils veulent s'endormir. Ça c'est un nourrisson de 4 mois. Non, c'est pas un syndifère. Il y en a beaucoup d'enfants. C'est les stéréotypies d'endormissement. D'accord? C'est des enfants, quand ils s'endorment, ils font des mouvements de balancement de tête. Donc voilà. Donc quand vous avez ça, vous rassurez les parents, c'est pas du tout épileptique. Aucune exploration n'est nécessaire. Il faut juste surveiller l'enfant et ça va disparaître. Alors 13 mois, depuis l'âge de 9 mois, il fait une apnée avec cyanose compliquée et rarement de crise de tonico-clonique généralisée. La durée c'est moins d'1 minute. EEG, il y a des anomalies épileptiques, mis sous valproate sans aucune amélioration. C'est un spasme de sanglot, c'est très fréquent. Et sachez que dans le spasme de sanglot, on peut carrément avoir des crises tonico-cloniques généralisées. Quand la durée d'apnée dure, il faut donc toujours demander est-ce que c'est systématiquement après un cri. Donc tous les cas c'était après un cri. Il y a 2 formes, la forme bleue et la forme blanche. La forme blanche elle est plus rare. Par contre la forme bleue, il y a à chaque fois qu'il y a une contrariété, une colère, et c'est l'enfant qui bloque sa respiration avec une perte de connaissance, une hypotonie, et carrément on peut avoir. Je pense que je veux juste dire parce que ça on passe à côté. On a dit que l'autre sens peut être vrai. On peut rater une épilepsie en se disant que c'est des événements paroxystiques. Cette petite, qu'est-ce qu'elle fait? Je demanderai à mes collègues ophtalmos. Parce que là, ça peut être vu en ophtalmologie, ça peut être... Donc, il fait une surélévation palpébrale récurrente en salve. Et malheureusement, ça a été raté. Donc, quelques mois plus tard,
il fait carrément ce qu'on appelle un spasme, ce qui est une épilepsie qui est très grave, qu'il faut prendre en charge plus qu'on tarde, plus que c'est grave. Donc là, c'est un grand enfant qui fait un spasme. C'est un patient de Tétouan qui a commencé à faire des spasmes à l'âge de 2 ans et c'était secondaire à une lésion cérébrale, une dysplasie, mais c'est des spasmes vraiment très discrets, c'est juste des mouvements des yeux et vraiment de la bouche. Je sais pas s'il va en faire tout de suite, mais bon. Donc d'ailleurs, parfois, ce cas-là, je vais l'illustrer rapidement. Parfois, j'ai des bancs de G qui partent justement d'autres explorations. C'est le dernier cas. C'est le dernier cas. Donc voilà. Là, quand vous avez ça qui arrive, le spasme, là, on a un spasme. Et vous voyez que la maman elle-même, elle ne connaît pas que son enfant fait un spasme parce qu'elle était endormie. Et c'est que par la suite, quand on lui a montré la vidéo, qu'il dit que oui, justement, il fait ces sursauts-là, que je dis que c'est physiologique. Donc voilà, là, quand ça va arriver là, il va faire un spasme clinique et aussi bien électrique. Donc sans hypsarythmie, hein. Donc il peut y avoir des spasmes sans hypsarythmie et c'est toujours, on garde toujours le diagnostic de syndrome de spasme infantile. Voilà, je suis à la fin. Donc tous nos mouvements anormaux ou événements paroxystiques ne sont pas obligatoirement épileptiques. Certaines manifestations paroxystiques qui sont graves, comme on a vu l'état de mal dystonique et les autres. Certains par contre sont bénignes, comme le tonic up gaze, comme d'autres, les trémulations et les autres. La vidéo, ça aide énormément et rarement qu'on a besoin des explorations et je vous remercie.